Bienvenue à nouveau dans l'Apocalypse de glace. Dans l'épisode précédent, Zhang a emmené l'une des célébrités les plus belles de Chine dans son nouveau bunker, Yang Mi, ajoutant officiellement un nouveau membre à son cercle grandissant. Sur la route, notre garçon est tombé sur des villageois désespérés et a rapidement découvert qu'un utilisateur de capacité éveillée se trouvait parmi eux. Shinlei et ses hommes ont tenté d'embusquer Zhang en plein trajet, forçant un affrontement direct entre pouvoirs. Et alors même que Zhang prouvait qu'il pouvait gérer les menaces à l'extérieur, un nouveau danger est apparu depuis l'ombre. Un hacker mystérieux a directement pénétré son téléphone, exposant des secrets capables de le détruire sans tirer une seule balle. Et pour la première fois, Zhang a réalisé que son bunker et ses réserves étaient peut-être déjà compromis. Mais dans cet épisode, l'homme derrière le téléphone se révèle enfin. Et ce qu'il veut n'est pas la vengeance. C'est un levier. Continuons. Zhang détourna le visage de l'écran, une irritation visible traversant son expression tandis qu'il exigeait de savoir qui ce hacker pensait être et ce qu'il voulait réellement. L'inconnu répondit calmement, presque avec désinvolture, prétendant être son voisin tout en avertissant immédiatement Zhang de ne rien faire de stupide. Il expliqua clairement que la laisse était déjà autour du cou de Zhang, et que tout pouvait être exposé dès qu'il en aurait envie. Zhang ricana et demanda pourquoi tout cela devrait l'affecter, déclarant froidement que l'existence même de ces informations n'avait aucune importance. Si elle devait fuiter, alors qu'elle fuite. Cette assurance ne tint qu'une demi-seconde. Le ton de l'homme ne changea pas lorsqu'il posa une seule question qui trancha net à travers la comédie: que se passerait-il lorsque les gens apprendraient que Zhang était celui qui avait vidé l'entrepôt de nourriture? Même Zhang fut surpris d'entendre cela. Comment quelqu'un aurait-il pu le savoir? Cela s'était produit avant même que l'apocalypse ne commence. Notre garçon esquissa un sourire crispé et feignit l'ignorance, affirmant qu'une seule personne ne pouvait pas voler dans un endroit aussi vaste, comme si le mensonge lui-même pouvait le protéger. L'inconnu écrasa immédiatement cette tentative, lui disant d'arrêter de faire semblant. Même une seule étagère de cet entrepôt pouvait nourrir quelqu'un pendant un an, et Zhang en possédait clairement bien plus. Puis, comme une lame sortant lentement de son fourreau, l'homme ajusta ses lunettes et se présenta. Il n'avait peur de rien, après tout. Son nom était Lu Fanda, et il venait du groupe Zia. Zhang se figea lorsque la reconnaissance le frappa. Fanda n'était pas n'importe qui. Il était le dirigeant du groupe Zia, l'un des meilleurs acteurs de l'industrie nationale de la sécurité informatique. L'entreprise qu'il avait lui-même fondée était également l'une des meilleures sociétés de sécurité de l'information en Chine. Ce n'était ni une supposition ni de la paranoïa, c'était quelqu'un qui avait vérifié son identité sans raison apparente avant même de parler. Fixant son téléphone, Zhang accepta la vérité évidente. Si Fanda pouvait pirater son téléphone aussi facilement, alors la réalisation le frappa instantanément. S'il pouvait atteindre son téléphone avec une telle facilité, le système informatique entier du refuge ne serait pas en sécurité éternellement. Peut-être était-il déjà compromis. Cette pensée lui tordit l'estomac, même s'il se força à réfléchir rationnellement. Pénétrer le système du refuge ne serait pas simple, et les conditions n'étaient pas idéales. Fanda n'avait probablement pas l'équipement nécessaire puisqu'il était coincé chez lui. S'il avait pu pirater la salle des serveurs du bunker, il n'aurait même pas eu besoin de l'appeler pour s'en vanter. Après avoir rassemblé ses idées, Zhang répondit enfin. Il dit avoir déjà entendu parler de Fanda et de ses compétences. Il savait donc que le chef du groupe Zia était capable de pirater son téléphone, et il le croyait. Fanda s'adossa confortablement, comme si l'issue était déjà décidée, et déclara que la survie ne lui laissait pas le choix, tout en s'excusant auprès de Zhang. Notre garçon disposait manifestement de nombreuses réserves, puisqu'il pouvait subvenir aux besoins de deux femmes. Si Zhang lui fournissait suffisamment de provisions, dit-il, leur petit secret resterait enfoui. Mais Fanda ne s'arrêta pas là. Il proposa également de surveiller la sécurité de son réseau afin d'éviter ce genre d'attaque à l'avenir. Pour lui, cet accord était donc parfaitement équitable. Zhang éclata de rire, qualifiant cela de plaisanterie, et demanda comment quelqu'un comme Fanda s'attendait à ce qu'un simple superviseur comme lui puisse gérer une telle chose. Fanda ne haussa pas la voix. Il n'était pas né hier, il avait de l'expérience.
Il déclara qu'il ne l'aurait pas appelé sans preuve. Il ajouta simplement qu'il avait déjà tout vu sur son téléphone et confirmé que les réserves étaient bien en possession de Zhang. Le bluff s'évapora instantanément. N'ayant plus le choix, Zhang admit enfin qu'il avait effectivement des provisions. Mais il expliqua qu'il avait vendu la plupart de ses propres réserves pour obtenir de l'argent. Car son appartement ne pouvait pas stocker autant de choses. Mais pour Fanda, cela n'avait aucune importance, une fois la vérité rendue publique, la vie de Zhang deviendrait un cauchemar éveillé. Fanda lui dit de choisir, accepter ses conditions, ou tout serait divulgué à l'instant même. À cet instant, Zhang imagina des foules désespérées se précipitant vers lui pour ses réserves, la violence devenant incontrôlable, les conséquences se multipliant plus vite que quiconque ne pourrait les prévoir. Même avec sa capacité, notre garçon ne pouvait pas prendre un tel risque. Ce n'était tout simplement pas intelligent. Zhang posa une main sur son front et accepta. Il fournirait des provisions en échange du silence. Ce n'était pas de la confiance, mais du contrôle des dégâts. Pour être sûr, Zhang ajouta une chose de plus, si Fanda avait des intentions cachées, il le tuerait d'abord avant qu'il ne puisse divulguer la moindre information. Fanda sourit derrière son ordinateur portable, satisfait par le mot coopération. Et il n'était pas stupide non plus. Le chef de Ziyin ne voulait pas non plus jeter par la fenêtre une vie confortable accompagnée d'un tas de provisions. C'était donc une situation gagnant-gagnant pour les deux. Fanda donna ensuite à nouveau sa parole, affirmant que ce secret ne serait connu que d'eux et de personne d'autre. Puis il énuméra ses besoins avec désinvolture, comme s'il lisait une liste de courses, nourriture, alcool, sous-vêtements, chaussettes. Mais en coton. Parce que, bien sûr, dans une apocalypse de glace, on ne peut pas survivre sans chaussettes en coton. Logique irréfutable, Fanda. Bien joué. Bref, Zhang demanda ensuite comment la livraison se déroulerait. Fanda mentionna qu'il vivait à la Villa 302. Les provisions devaient être déposées devant la porte. Si quoi que ce soit tournait mal, Fanda promit de rendre la vie de Zhang infernale. Zhang baissa la tête et lui assura qu'il n'y aurait aucun problème. Il déclara vivre confortablement et n'avoir aucun intérêt pour des ennuis inutiles. L'appel se termina proprement. L'expression de notre protagoniste ne s'adoucit pas. Ses yeux s'assombrirent au contraire. Il n'existait aucune solution à long terme dans laquelle Fanda resterait en vie. Fanda devait mourir. Zhang ne voulait personne en vie dans ce monde capable de le menacer. Ni maintenant, ni à l'avenir. Il retourna ensuite dans le salon du refuge. Zhou était allongée tranquillement sur le canapé, en train de lire. Zhang s'assit à côté d'elle, but un verre d'eau, et fixa droit devant lui un instant de trop avant de dire qu'il devait lui parler de quelque chose. Zhou se tourna vers lui, sans la moindre inquiétude sur le visage, et demanda ce qui n'allait pas. Alors qu'elle se rapprochait, Zhang le dit simplement, leur emplacement avait été découvert. Notre garçon tourna la tête et demanda quel type de motivation avaient ces gens-là, sachant que Zhou avait déjà eu affaire à ce genre de personnes auparavant. Zhou serra l'oreiller contre elle et expliqua que ce genre de personnes était souvent perçu comme intouchable, mais que ce n'était pas le cas. Cependant, leur intelligence était toujours très élevée. La médecin ajouta quelque chose de plus froid encore, des gens comme ça étaient généralement immoraux, car sans ce trait, devenir un homme d'affaires prospère était presque impossible. Zhang passa une main sur sa gorge et admit qu'il voulait éliminer Fanda, mais craignait qu'il n'ait un plan de secours. Son poing se crispa tandis qu'il disait que Fanda continuerait simplement à le faire chanter s'il n'agissait pas maintenant. Zhou leva l'index pour s'assurer d'avoir bien compris la situation qu'elle décrivait. Le hacker détenait des informations sur Zhang, n'est-ce pas? Et si elle fuyait, les conséquences seraient catastrophiques. Zhang confirma immédiatement. La jeune femme mordilla son ongle et décrivit un scénario familier. Habituellement, les dirigeants d'entreprises Internet collaboraient avec des responsables gouvernementaux corrompus, et lorsque les choses devenaient dangereuses, ces mêmes responsables envoyaient quelqu'un pour les faire taire. Cependant, le problème était que les informations finissaient tout de même par être publiées en ligne. Ainsi, même après leur élimination,
ces personnes mettaient en place un plan de secours. Zan hocha gravement la tête et dit qu'il connaissait cette histoire. La victime avait installé un programme qui diffusait automatiquement toutes les données s'il lui arrivait quoi que ce soit. Notre garçon posa son menton dans sa main, réalisant que ce qu'un humain pouvait faire, un programme pouvait le faire encore mieux. Tuer Fanda n'arrêterait rien, au contraire, cela déclencherait probablement la fuite dès le lendemain. Jou s'agenouilla, inquiète que même la mort de Fanda ne puisse empêcher la catastrophe. La jeune femme serra Zan dans ses bras et lui dit de se calmer. S'il ne trouvait pas de solution immédiatement, elle promit qu'il finirait par en trouver une. Jou insista sur le fait qu'il ne devait pas se précipiter, qu'il pouvait faire semblant d'obéir à ses demandes pour le moment, tout en apprenant davantage sur l'ennemi et en préparant des contre-mesures. Zan fronça les sourcils, admettant que trop retarder les choses ne faisait qu'alimenter leur anxiété et leur nervosité. Yang Mi entra dans le salon et demanda ce qui se passait. Zan suggéra que c'était le moment idéal pour qu'elle arrive et qu'ils devaient tous discuter ensemble. Ainsi, Zan et Jou lui racontèrent toute l'histoire en détail. La conclusion de Yang Mi fut que leur ennemi était extrêmement rusé et qu'il ne fallait pas l'attaquer aveuglément. Fanda s'attendait probablement déjà à ce que Zan cherche à se venger et agisse contre lui. Yang Mi ajouta ensuite que les fuites et les tentatives de démentir des rumeurs étaient dangereuses, d'innombrables personnes du milieu du divertissement avaient été détruites de cette manière. C'était toujours pénible. Les yeux de Zan s'agrandirent lorsqu'il s'accrocha au mot « rumeur ». Cela lui donna une idée. Yang Mi demanda avec nonchalance si le fait que Fanda divulgue des informations à leur sujet ne ressemblait pas aux médias propageant des rumeurs sur des célébrités. Jou intervint et expliqua que même si quelque chose commençait comme une rumeur, quelqu'un finirait toujours par y croire. En entendant ces mots, Zan se pencha en avant et admit que Fanda détenait toutes les informations sur lui. Qu'elles soient vraies ou non n'avaient aucune importance. Les gens viendraient quand même le chercher, au cas où les rumeurs seraient vraies. De plus, il n'y avait aucun moyen d'arrêter Fanda directement, puisqu'il ne connaissait personne dans le domaine de la cybersécurité. Puis Zan sourit. Peut-être n'avait-il pas besoin de l'arrêter du tout. Et s'ils agissaient comme si tout cela n'était que des rumeurs? Ses compagnes le fixèrent, exigeant de savoir ce qu'il préparait. Zan dit qu'il avait besoin de temps pour se préparer et promit de tout expliquer plus tard. Plus tard, alors que Zan se trouvait dans la salle de contrôle de son bunker, Fanda appela de nouveau. Le hacker demanda si les provisions étaient prêtes. Zan, assis devant l'ordinateur, lui demanda pourquoi il était si pressé. Il n'avait pas assez de réserve pour lui donner tout ce qu'il voulait immédiatement. Notre garçon fronça ensuite les sourcils et dit qu'il l'aurait déjà tué s'il n'avait pas de quoi le faire chanter. À l'autre bout du fil, Fanda éclata de rire et ajouta que le tuer condamnerait Zan en quelques jours. Il expliqua calmement qu'après sa mort, les informations seraient diffusées sur le réseau et atteindraient chaque téléphone de la ville en 24 heures. Zan plissa les yeux, calculant et apprenant tout ce qu'il pouvait avant de tenter de se défendre. Et maintenant, il connaissait une information cruciale. 24 heures pour arrêter la fuite. Ainsi, dans l'intervalle, Zan joua l'idiot et rit, qualifiant Fanda de cruel, et lui demanda d'attendre encore un peu. L'appel se termina ainsi, et tandis que Zan fixait l'écran, la solution se cristallisa. Le fondement des rumeurs n'était pas la vérité, mais le doute. Notre garçon se mit immédiatement à taper sur son ordinateur. Des articles apparurent, remettant en question l'identité de celui qui avait pu voler l'entrepôt de ravitaillement. L'un d'eux mentionnait que des biens d'une valeur de milliards avaient disparu sans explication, et liait tout cela à l'armée, puisque la police n'en parlait pas. Un autre affirmait que le plus grand vol de l'histoire de la ville était lié à la tempête de glace survenue peu après. Certains pensaient même que c'étaient des extraterrestres avec des ovnis. Zan sourit. La meilleure façon de cacher la vérité était de l'ensevelir sous des mensonges. Encore de la frappe. Encore des articles. Encore du bruit. Il estima que les informations de Fanda seraient englouties dans le chaos, rejetées comme une simple rumeur parmi tant d'autres, même si elles étaient vraies. Notre garçon continua d'écrire de faux articles sur le sujet afin de réduire le risque d'être pris pour cible à l'avenir. Puis il appuya sur le dernier bouton, observant une barre de chargement progresser lentement.
Zhan s'étira. Pour l'instant, la seule menace venait des gens de sa ville. Après avoir fait tout ce qu'il pouvait, il décida pour la première fois de laisser le reste au destin et se dirigea vers la sortie. Avec un rictus, notre protagoniste déclara que Fanda devait toujours mourir. Cela n'avait pas changé. Plus tard dans la journée, Zhan laissa un sac à dos rempli de provisions devant la porte de la villa 302. En repartant, il sortit son fusil de précision de son espace de stockage, se mit en position et choisit la patience. La lunette resta braquée sur la porte. Zhan resta immobile dans la neige, le froid le transperçant tandis qu'il évaluait la distance et décidait que le moment serait parfait. Il n'avait plus qu'à attendre que Fanda sorte pour récupérer ses courses, et ce cauchemar prendrait fin d'une seule pression sur la détente. Notre garçon prit son téléphone et envoya un message, disant que les provisions étaient déjà devant la porte. Le sac à dos reposait sur le porche, à moitié enseveli sous la neige, tandis que Zhan stabilisait sa visée et se demandait pourquoi Fanda n'était toujours pas sorti. Il jeta un autre coup d'œil à son téléphone et supposa que le message n'avait pas encore été vu. Son pouce hésita au-dessus de l'icône de contact avant qu'il ne se retienne. Appeler ou envoyer un autre message depuis cet endroit révélerait immédiatement sa position à l'ennemi. Zhan expira lentement et colla son œil à la lunette, choisissant la patience plutôt que la panique. Le maître chanteur finirait par sortir, car la cupidité répond toujours à l'appel. Enfin, si toutefois il était encore en vie à l'intérieur. À travers la lunette, la porte s'entr'ouvrit enfin. Fanda se pencha dehors, tendant la main vers le sac à dos, un sourire déjà en train de se former, comme s'il avait gagné. Le tir retentit à l'instant où sa main toucha le sac. La balle lui traversa la tête avant même que le sourire ne soit complètement formé. Zhan sprinta vers la maison, la neige crissant sous ses bottes, pensant sombrement que tout ce temps passé à geler n'avait pas été perdu. Arrivé devant la porte, notre garçon tira encore quelques balles pour être sûr, marmonnant que le vieil homme n'avait que ce qu'il méritait. À l'intérieur, Zhan repéra un ordinateur portable ouvert, l'écran brillamment allumé sur la table. Sa mitrailleuse se leva instinctivement, puis s'arrêta. Le détruire risquait d'effacer plus de réponses que de problèmes. De plus, il pourrait contenir d'autres informations utiles sur d'autres personnes. Il décida donc de ranger l'ordinateur portable dans le stockage de sa capacité, estimant que tant qu'il resterait dans sa dimension, les informations qu'il contenait ne pourraient de toute façon pas s'échapper. Cela fait, il accepta la vérité finale, tout le reste dépendait désormais du destin. Zhan quitta la maison, convaincu que le danger immédiat était passé, et s'autorisa un léger sourire. Même si les informations avaient été rendues publiques à présent, elles se seraient noyées dans l'océan de mensonges qu'il avait déjà déchaîné. De retour chez lui, quelques heures s'étaient écoulées. Zhu demanda pourquoi Zhan était resté si longtemps dans la salle de contrôle tandis qu'elle mettait la table. Zhan admit qu'il mourait de faim après avoir tant écrit, et tandis que les femmes se rassemblaient, il demanda nonchalamment si quelqu'un avait reçu des messages étranges. Yang Mi hocha la tête et montra son téléphone. Zhu suivit, disant qu'elle en avait reçu plusieurs aussi, son ton se durcissant car elle ne comprenait pas ce qu'ils signifiaient tous. Yang Mi suggéra que quelqu'un essayait clairement de cacher quelque chose. Zhan leva sa tasse et confirma calmement que c'était le cas, car ce quelqu'un, c'était lui. Tous ces messages étaient les fausses informations qu'il avait répandues dans toute la ville. Notre garçon reposa la tasse et pensa que d'ici 2 jours, des centaines de messages inonderaient à la fois les forums de la ville et les téléphones. Impuissant dans la salle de contrôle plus tôt, il avait travaillé sans relâche, car il ne pouvait pas empêcher la fuite, il ne pouvait que l'étouffer sous le spam. Zhu fronça les sourcils et demanda si cela ne rendrait pas les gens encore plus méfiants. Yang Mi acquiesça, avertissant que la popularité elle-même pouvait attirer une attention dangereuse. Zhan mâcha pensivement et dit que l'attention était de toute façon inévitable. Fanda finirait forcément par publier ces informations. Inclinant la tête, notre protagoniste expliqua que la confusion était le véritable objectif. Si les gens ne pouvaient pas distinguer le vrai du faux, ils hésiteraient à croire quoi que ce soit. Il prit ensuite une gorgée et conclut que ce chaos rendait peu probable que quelqu'un le prenne pour cible. Yang Mi rayonna et le félicita, qualifiant sa manœuvre d'ingénieuse. Elle compara ensuite cela une nouvelle fois au scandale de célébrité,
où une controverse plus grande efface opportunément une plus petite. Yang Mi ferma les yeux, admettant intérieurement que Zhan n'était pas seulement beau, il était aussi vif. Le genre de vivacité dont on a besoin dans une apocalypse pour survivre. Mais Zhu souleva une inquiétude, faisant remarquer que tous les messages venaient de l'ordinateur de Zhan et demandant si le traçage de l'IP pouvait les mener droit à eux. Zhan ne dit rien, les yeux fermés, terminant calmement son repas. Le doute s'installa sur le visage de Yang Mi. La seconde d'après, Zhu balaya cette inquiétude, estimant que peu de gens étaient encore en vie, et encore moins avaient les connaissances pour remonter une trace de ce genre. Donc sa méthode restait plutôt bonne. Zhan tendit la main pour reprendre une bouchée et fit remarquer que le véritable anonymat exigerait d'abandonner complètement la société moderne. Un choc parcourut la pièce quand il précisa qu'il n'avait jamais attendu une invisibilité parfaite face au monde extérieur. Seulement que la plupart des gens ne le soupçonneraient pas maintenant. Et ça suffisait. De plus, tomber sur des organisations et pas seulement sur des individus remplis de gens ayant des connaissances en informatique et en réseau était inévitable. Alors que Zhan prit une autre bouchée, il songea que ce jour serait arrivé bien plus tard sans Fanda. Mais maintenant, notre garçon savait ce qu'il devait améliorer, et il était plus près que jamais si une attaque comme celle-ci se reproduisait. Il admit ensuite, sans détour, qu'il détestait être forcé d'agir, ce qui expliquait précisément pourquoi le hacker devait être effacé. En regardant Zhu, il dit que, même s'il n'aimait pas l'idée que son emplacement soit connu, cela n'avait pas tant d'importance. Ce bunker était si sécurisé que, même si les gens connaissaient sa position, ils ne pourraient pas entrer. Il leur faudrait des armes et du matériel de niveau militaire. Et la plupart des gens n'auraient jamais ça. Encore moins dans une apocalypse. Yang Mi exprima son soulagement, mais Zhan l'avertit de ne pas célébrer trop vite. Il expliqua qu'il ne pouvait pas se permettre de se relâcher, même s'il pensait pouvoir les protéger. Il ne pouvait pas simplement rester à ne rien faire. Cela fit rougir Yang Mi de gêne. Elle avait clairement compris ça d'une autre manière. Yang Mi se gratta l'arrière de la tête, distraite, ce qui poussa Zhan à se demander où ses pensées étaient parties. Notre garçon tapa gentiment la tête de Yang Mi et lui demanda à quoi elle pensait, tout à coup. Il précisa qu'il voulait dire que les filles l'aideraient à installer des pièges autour du bunker. La fille entendit le mot « piège ». Elle se figea. Zhu le fixa aussi, stupéfaite, et les deux filles demandèrent ce que notre garçon voulait dire exactement. Zhan écarta les bras et expliqua que le refuge avait été construit pour survivre à une guerre nucléaire ou à des catastrophes massives, mais qu'il n'avait pas de plan contre des humains hostiles. Avec un rictus, il dit que cela signifiait qu'il devrait improviser. Il comptait créer un réseau de pièges. Alors, le protagoniste déclara qu'il placerait des pièges autour du refuge et ferait regretter aux attaquants de s'en approcher. Zhu croisa les bras et promit un soutien total, tandis que Yang Mi admit qu'elle ne comprenait pas grand-chose au piège, mais qu'elle suivrait les instructions. Zhan se leva et sortit une tonne de matériel de son espace de stockage. En brandissant un clou, il dit que le piège le plus difficile à détecter était celui caché sous la neige. Et bonne nouvelle, ils étaient entourés de neige de tous côtés. Notre garçon fit signe aux filles de s'approcher, avertissant que si l'une d'elles tombait dedans par accident, ce serait une catastrophe. Donc elle ferait mieux de mémoriser l'emplacement des pièges. En leur disant qu'il allait leur montrer, Zhan planta un clou dans une planche à coups de marteau et fit une démonstration, en disant que c'était simple mais mortel. En retournant la planche, il expliqua que, dès qu'ils en mettraient une bonne quantité sous la neige, ça pourrait transpercer directement une chaussure. Il leur dit ensuite de faire la même chose, suggérant d'utiliser des clous en acier pour encore plus de dégâts et de pénétration. Tout étant prêt à fabriquer, Zhan posa la planche et dit qu'il leur faudrait au moins 1000 pièges pour couvrir la zone dans un rayon de 100 mètres autour du refuge. En soulevant un autre piège qui ressemblait à un piège à ours, il dit qu'elles en avaient sûrement déjà vu à la télévision, des pièges conçus pour mordre l'os et immobiliser. Désignant une plaque de contreplaqué, il leur ordonna de fixer chaque piège correctement. Sinon, les gens pourraient vérifier la présence de pièges avec des bâtons. Zhan confia aux filles les pièges à clous, tout en disant qu'il pouvait s'occuper des pièges à mâchoire tout seul.
Zhu et Yang Mi se mirent immédiatement au travail, martelant les clous avec une concentration sombre. Pendant ce temps, Zhang regarda par la fenêtre, calculant les trajets, et réalisa qu'il y avait 2 chemins principaux menant au bunker. Il fronça les sourcils et ajouta une couche supplémentaire, enterrant les 2 mines qu'il avait trouvées le long des chemins. Mais notre garçon sourit ensuite, tendu, se rappelant que ces engins pouvaient détruire même un char, ce qui signifiait qu'une seule erreur serait fatale. Quand Zhang mentionna qu'ils auraient besoin d'un plan de secours après la première utilisation des pièges, les 2 filles se retournèrent vers lui, sérieuses à présent. La neige tombait régulièrement lorsqu'ils sortirent ensemble. Zhang les avertit de ne pas espacer les pièges trop loin, un faux pas devait mener directement à un autre. Zhu enterra des pièges à clous sous la neige, sachant qu'une chute dessus pouvait être mortelle sur le champ. Yang Mi s'agenouilla non loin, tandis que Zhang leur conseillait de ne pas les enterrer trop profondément, juste assez pour les couvrir, puisque la neige continuerait de tomber. Près d'elle, le protagoniste creusa un trou et installa une clé mort, qu'il recouvrit soigneusement de neige. Une fois terminé, appuyé sur sa pelle, Zhang parcourut du regard le paysage blanc et réalisa que la tempête effacerait bientôt toute trace de leur travail. Zhang se retourna et sourit doucement, puis décida d'expliquer une méthode qui garantirait que l'ennemi ne pourrait jamais nettoyer leurs pièges. Il commença à installer un fil-piège avec des grenades et nota tranquillement qu'un seul contact déclencherait plusieurs explosions à la fois, parce que la subtilité n'était plus au menu. Zhang continua d'enterrer les grenades sous la neige pendant un moment, puis essuya la sueur de son front et annonça qu'ils avaient presque fini. Alors que notre garçon, Zhu et Yang Mi retournaient vers la porte, Zhang passa mentalement leur installation en revue, piège à l'extérieur, tunnel à l'intérieur, gaz lacrymogène, gaz soporifique, lance-flamme. Et il conclut que si quelqu'un les attaquait, les chances étaient déjà de leur côté. Zhang jeta un coup d'œil à sa propre main et se désigna en silence comme la dernière ligne de défense. Les lumières du salon étaient allumées, calmes et chaleureuses, un contraste brutal avec la violence qui attendait dehors. Yang Mi sourit et demanda quand l'ennemi arriverait. Zhang fut instantanément choqué. La fille rousse donnait l'impression d'attendre avec impatience que leur travail soit testé. Il balaya ça d'un revers et s'effondra sur le canapé. Notre garçon ajouta qu'il faudrait probablement longtemps avant que quelqu'un ne les attaque. Alors que les femmes se rapprochaient, Zhang expliqua qu'aucune personne rationnelle n'attaquerait les autres dans ces conditions. De plus, ceux qui étaient encore en vie à ce stade étaient plus intelligents que la moyenne. Donc il ne pouvait sous-estimer personne à partir de maintenant. Yang Mi posa son menton dans sa main, comprenant enfin. Elle arqua ensuite les sourcils, pesant clairement le confort d'une vie stable ici face au chaos de la guerre dehors. Après tout, ils avaient travaillé dur pour ces pièges, et elle avait envie de les voir en action. Puis Yang Mi se tourna et remarqua des étincelles. Elle demanda si les portes n'étaient pas assez sécurisées, en regardant Zhang utiliser une machine à souder. Le protagoniste répondit calmement que la plupart des systèmes du refuge étaient automatisés. En portant un masque spécial, Zhang expliqua que si quelqu'un piratait le centre de contrôle, ouvrir les portes serait facile. Alors il souda un verrou physique sur la porte et ajouta que la technologie avait toujours des failles, mais que la physique ne mentait jamais. D'autres verrous suivirent, empilés les uns sur les autres. Les mains sur les hanches, Zhang dit qu'il valait mieux être prudent plutôt que de le regretter plus tard. Yang Mi garda une nouvelle fois ses pensées pour elle, mais elle admirait clairement Zhang beaucoup trop souvent ces derniers temps. La fille lui sourit, convaincue en silence que notre garçon survivrait à la plupart des gens dans ce monde. Pendant ce temps, en fixant la porte renforcée, Zhang marmonna que ce serait parfait s'ils avaient quelqu'un vraiment doué en informatique dans l'équipe. Yang Mi baissa les yeux et mentionna Zhang, disant doucement qu'elle était très compétente en informatique et en technologie. Zhu hésita, puis demanda si Zhang étudiait toujours à Tianhe. Yang Mi prit la parole, présentant Zhang comme leur cousine, une prodige qui avait remporté des prix internationaux en informatique dès son jeune âge. Elle ajouta que Zhang était en fauteuil roulant, paralysé à partir de la taille à cause de la polio dans l'enfance, mais que s'ils avaient besoin d'une experte en informatique, il n'y avait pas meilleur choix.
Zhang fronça les sourcils et demanda comment ils étaient censés la trouver. Yang Mi admit qu'elle n'avait pas été en contact depuis longtemps. Elle avait essayé de la joindre après la tempête de neige, mais il n'y avait eu aucune réponse. Zhang se gratta le menton et estima que si Xian était en vie, elle devait avoir un moyen de rester connectée avec des compétences comme les siennes. En pointant Yang Mi, notre garçon suggéra que sa cousine l'ignorait probablement. Quand Yang Mi exigea une explication, Zhang lui rappela à quel point sa famille était intelligente et lui demanda s'il ne demanderait pas de l'aide s'ils étaient en danger. Yang Mi lui couvrit la bouche et le traita de pire. Mais en même temps, Zhang croisa les bras et conclut que Xian serait une énorme amélioration pour l'équipe, surtout qu'elle ne représenterait pas une menace physique. En regardant Zhu et Yang Mi, Zhang pensa qu'elles étaient remarquablement belles et douées chacune dans des domaines différents. Il se demanda brièvement si l'autre cousine avait aussi des compétences incroyables, comme elle l'avait mentionné. Notre garçon secoua la tête, soupira. Quel dommage qu'il n'ait aucun contact avec Xian. Quand on lui demanda ce qu'il devait faire ensuite, Zhang répondit froidement qu'il n'avait pas d'autre choix que d'attendre. Plus tard, au terrain d'entraînement, Zhang remarqua que la nouvelle de la mort de Fanda avait enfin fait surface en ligne, avant d'être aussitôt enterrée sous le spam et les fausses informations. Il glissa son téléphone dans sa poche, se disant que quiconque serait capable de vérifier la vérité au milieu de tous ces mensonges serait dangereux, et que parmi eux se trouveraient forcément des hackers. En tirant une flèche de son carquois, notre garçon activa une nouvelle capacité. Une lumière bleue enveloppa la flèche tandis qu'elle fusa et transperça le centre de la cible. Zhang sourit, tenant l'arc, une aura bleue l'entourant. 2 semaines s'étaient écoulées, et sa capacité surnaturelle enchantée s'attachait désormais aux armes et aux projectiles. Cela permettait à Zhang de doubler leur puissance et leur portée. Et il avait même un nom pour sa nouvelle compétence, tir de précision. Une puissante aura bleue jaillit autour de lui. Notre protagoniste réalisa qu'il pouvait appliquer cette capacité à lui-même, doublant sa vitesse, ce qui lui donnait un avantage au corps à corps. Les poings serrés, il admit que la capacité ne faisait pas « spectaculaire », mais que son potentiel était énorme. Mais à cet instant précis, son estomac gargouilla violemment, brisant le moment. Zhang sortit une barre protéinée de son espace de stockage et la mangea. Il nota ensuite que ses compétences consommaient une quantité massive d'énergie. Les yeux fermés, il se plaignit intérieurement de ne pas avoir maîtrisé la photosynthèse, malheureusement, et de devoir encore compter sur la nourriture. Assis par terre, Zhang accepta une vérité brutale, même les surhumains devaient manger. Sans nourriture, le pouvoir ne signifiait rien. C'était leur carburant. Pas de nourriture, pas de pouvoir. Mais Zhang sourit ensuite, réalisant que la quantité de nourriture qu'il avait dans son espace de stockage était devenue une force en soi. En se passant la langue sur les lèvres, il se demanda si cela ne le rendait pas presque invincible. Les bras écartés, notre garçon reconnut que très peu pouvaient rivaliser avec lui en endurance et en survie dans l'apocalypse. Quelqu'un pouvait avoir une force incroyable, mais cela ne garantissait pas de la nourriture. Très loin de là, sous un refuge du camp de défense de 11 champs, un homme demanda si le problème d'énergie n'avait toujours pas été résolu. Un document à la main, une femme rapporta qu'ils avaient examiné les informations. Elle posa des dossiers sur la table et fit remarquer que la plupart des publications remontaient à la Villa 101 dans le district de Lujiang, ainsi qu'à un message provenant du téléphone de Fanda, le chef de Xi'an Technologies, dans la Villa 302. Le commandant joignit les mains et demanda plus de détails au sujet de ce Zhang mentionné dans le message de Fanda. Et c'est ici que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Zhang a éliminé Lu Fanda, mais tuer cet homme n'a pas mis fin au danger, cela n'a fait que tester si la contre-attaque de Zhang tiendrait. En inondant la ville de rumeurs et de désinformations, il a enseveli la vérité sous le chaos, transformant la plus grande arme de Fanda en bruit inutile. En même temps, notre garçon a renforcé son bunker avec l'aide de Zhu et Yang Mi, posant des pièges mortels et se préparant à affronter des ennemis humains, pas des monstres. Zhang a commencé à façonner son équipe avec un objectif clair, sachant que survivre exigeait désormais du cerveau et des compétences en informatique autant que de la puissance de feu. Alors que ses capacités évoluaient, et que ses réserves se révélaient être son plus grand avantage,
Zhang devenait plus fort, mais aussi plus visible. Et loin de son refuge, de puissantes organisations ont enfin remarqué son nom. Parce que dans l'Apocalypse de glace, dès que quelqu'un commence à poser des questions, la chasse a déjà commencé. Et cette fois, ce que Zhang craignait vraiment approchait, la seule force capable de percer son nouveau bunker. L'armée. À la prochaine.